La dernière fois, en terminant, je vous avais parlé un peu de cette curieuse doctrine hybride que Ravesson appelle le positivisme spiritualiste. Alors évidemment, ça nous fait un effet un petit peu étrange, apparemment pas à lui. Et je vous avais indiqué, je crois que ça correspond au fond à une façon de répartir les tâches entre la philosophie et les sciences, enfin une forme de division du travail qui consiste en gros à assigner à la science le soin de s'occuper des faits, en entendant par là, si vous voulez, quelque chose qui correspond d'assez près à ce que ce qu'entend par là la philosophie positiviste. Donc ça, c'est l'aspect positiviste. La science s'occupe des faits et le fait d'une manière qui correspond à peu de choses près à la conception défendue par Auguste Comte, ce qui, soit dit en passant, signifie implicitement que, comme c'est le cas encore aujourd'hui pour beaucoup de philosophes, le positivisme est la philosophie en quelque sorte imposée des sciences. Et c'est même plus ou moins la seule philosophie des sciences qui doivent être prises en considération, ce qui est évidemment une façon complètement erronée de se représenter la situation. Donc d'un côté, nous avons les sciences qui s'occupent des faits et le font selon les principes de la philosophie positiviste, et puis de l'autre, nous avons la philosophie. Alors de quoi s'occupe la philosophie ? Bien, Ravesson répond que, alors vous avez donc, j'ai affiché à nouveau cette citation de Ravesson. Pour lui, il s'agit d'Auguste Comte, comme pour son maître, il s'agit de Saint-Simon. Le positif ou réel est seul l'objet de la science. Par le positif, il entend les faits que nous connaissons par l'expérience, et ces faits, enfin, sont, suivant lui, choses toutes relatives. Donc, il ne peut y avoir de connaissances, il ne peut y avoir des faits qu'une connaissance relative. La métaphysique, en revanche, se propose de connaître des choses existant par elles-mêmes, indépendamment de tout rapport, autrement dit, existant d'une manière absolue. Donc là, la métaphysique, elle, peut légitimement prétendre à une connaissance absolue. C'est par conséquent, selon Auguste Comte, une science illusoire. Ravesson, en fait, pense que la métaphysique peut prétendre légitimement à une forme de connaissance absolue, mais ce n'est évidemment pas une conception qui pourrait être attribuée à Auguste Comte, puisque Auguste Comte est convaincu au contraire qu'il n'y a de connaissance digne de ce nom que du relatif. Alors, en ce qui concerne cette répartition des tâches, je vous ai dit que Ravesson assignait à la philosophie comme objet d'étude les principes et les modalités de ce qu'il appelle l'action spirituelle, autrement dit, de tout ce qui, dans la réalité, manifeste la présence et l'intervention de l'esprit. Et la conséquence qui résulte de cela est évidemment que, d'une part, la science doit être comprise comme s'occupant uniquement des faits et comme le faisant d'une façon qui correspond, encore une fois, au principe de la méthode positiviste, tandis que la philosophie, elle s'occupe d'un objet qui est complètement différent, puisqu'il s'agit de l'action de l'esprit, et le fait également par des méthodes qui sont fondamentalement différentes, ce qui signifie que la philosophie et les sciences n'ont à première vue pas grand-chose à se dire et pas grand-chose à apprendre l'une de l'autre. Comme on va le voir, c'est tout de même un tout petit peu plus compliqué. En ce qui concerne Ravesson, j'aimerais ajouter quelques considérations sur la manière dont il se représente la relation de la philosophie et des sciences. Il souligne que les matérialistes se trompent quand ils prennent pour la vraie et la seule réalité la nécessité qui règne dans la succession des phénomènes naturels. Vous voyez par exemple ce qu'il dit dans ce passage. La fatalité en ce monde, du moins quant au cours régulier des choses, et l'accident mis à part, n'est que l'apparence. Et ici, vous voyez introduire cette idée très importante. J'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer à quel point la distinction de l'apparence et de la réalité, chez Villemin, mais également de façon générale, est essentielle dans toute espèce de philosophie. Et là, on voit Ravesson donc utiliser cette distinction pour expliquer que la nécessité qui règne dans la succession des phénomènes naturels et qui est la chose dont s'occupe la science, cette nécessité pourrait bien n'être en fin de compte qu'une apparence, la seule réalité étant celle qui est représentée par l'action de l'esprit, et l'action de l'esprit, encore une fois, est la chose dont s'occupe la philosophie. Donc la fatalité en ce monde, du moins quant au cours régulier des choses, et l'accident mis à part, n'est que l'apparence. La spontanéité, la liberté est le vrai. Loin que tout se fasse par un mécanisme brut,
ou un pur hasard, tout se fait par le développement d'une tendance à la perfection, au bien, à la beauté, qui est dans les choses comme un ressort intérieur par lequel les pousse, comme un poids dont pèse en elles, et par lesquels les fait se mouvoir l'infini. Au lieu de subir un destin aveugle, tout obéit, et obéit de bon gré à une toute divine providence. Fin de citation. Donc là, vous voyez, vous avez une répartition du travail qui donne l'impression d'être tout à fait clair entre ce qui appartient respectivement à la science et à la philosophie. Quand il s'agit de choisir l'endroit où passe la ligne de démarcation entre la réalité et l'apparence, le spiritualisme choisit la solution qui consiste à considérer la spontanéité, la liberté, la finalité, la tendance au progrès et à la perfection, etc. Donc consiste à considérer toutes ces choses-là comme la réalité et leur opposer, c'est-à-dire la nécessité universelle, comme une simple apparence, qui peut être facilement trompeuse. Si on est prêt à admettre qu'il y a une forme de savoir supérieur qui s'applique aux réalités de la première espèce, c'est-à-dire des choses comme la spontanéité, la liberté, la finalité, la tendance au progrès, etc. Donc si on est prêt à admettre qu'il y a une forme de savoir supérieur qui s'applique à ce genre de choses, cette forme de savoir supérieur étant précisément la philosophie, rien ne s'oppose à ce que la philosophie elle-même soit considérée comme une science. Mais il s'agit d'une science qui, bien entendu, utilise des principes et des méthodes qui n'ont pas grand-chose à voir avec ceux de la science, comprenez, la science des faits. Le spiritualisme a une tendance très nette à considérer la deuxième option, celle qui choisit la nécessité et même parfois la fatalité pure et simple, contre la liberté. Et là, le spiritualisme a tendance à considérer cette deuxième option comme anti-philosophique. La choisir, à ses yeux, c'est à bien des égards opter contre la philosophie elle-même. Autrement dit, ce n'est pas une option philosophique possible parmi d'autres, c'est une option qui est la plupart du temps considérée comme anti-philosophique ou en tout cas aphilosophique. Pour une raison du même genre, le naturalisme et le matérialisme strict ne sont pas vraiment regardés comme des options philosophiques, mais plutôt comme des façons de rejeter la philosophie elle-même en s'appuyant sur l'autorité supposée de la science et en conférant à celle-ci une hégémonie qui est en réalité usurpée. On peut même aller jusqu'à faire passer la ligne de démarcation entre l'apparence et la réalité à l'intérieur du domaine du savoir lui-même et dire qu'il ne faut pas confondre les apparences de savoir que nous procure la science avec la réalité du seul vrai savoir, qui est considéré comme étant celui de la philosophie elle-même. Il va sans dire que cette façon de considérer les choses est aux antipodes de celle d'un philosophe comme Villemin. Pour lui, le choix de la nécessité contre la liberté ou celui du naturalisme contre le spiritualisme est encore un choix philosophique parmi d'autres. Et c'est un choix qui, pas plus que d'autres, n'est susceptible de se trouver à un moment donné imposé ou au contraire rendu impossible par la science. Ce qui est vrai dans cet ordre est seulement que l'état de la science au moment considéré contribue de façon importante à déterminer le cahier des charges pour celui qui souhaite défendre une option philosophique déterminée. Il peut lui faciliter la tâche ou au contraire la lui rendre plus difficile. Mais il ne peut pas, l'état des sciences ne peut pas décider parmi les positions philosophiques qui s'affrontent quelle est celle qui est la bonne. Ravesson lui-même ne va pas jusqu'à suggérer que la science et la philosophie pourraient très bien, au fond, choisir de s'ignorer purement et simplement l'une l'autre. Donc, elles ont tout de même, malgré tout, quelque chose à se dire. Ravesson souligne très clairement qu'une autonomie réelle doit être reconnue aux sciences positives, qui, dit-il, n'ont pas à suivre une autre démarche que celle qu'elles ont adoptée effectivement. Vous voyez, par exemple, ce passage, les diverses sciences, dans le détail des faits, donc c'est toujours le fameux rapport sur l'état de la philosophie en France au XIXe siècle, les diverses sciences, le rapport publié en 1867, donc les diverses sciences, dans le détail des faits dont elles s'occupent, dans la détermination successive de ce qu'on appelle les causes physiques, avec leurs particularités quantitatives ou mathématiques, n'ont pas à suivre d'autres méthodes, donc elles n'ont pas appliqué d'autres méthodes que celles qu'elles appliquent effectivement, et la science supérieure de l'intelligence juge en dernier ressort de toutes les démarches des sciences inférieures. Cette science-là, donc, qui est la juge
en dernier ressort de toutes les démarches des sciences inférieures, n'a pourtant ici aucune intervention directe à exercer. Ce qui traduit en clair signifie que la philosophie n'a pas ici à intervenir de façon directe. Et là, il suit une citation de Pascal. Il faut, dit Pascal, une pensée de derrière la tête et juger de tout par là, au demeurant, parler comme le peuple. Fin de la citation de Pascal. Et Ravesson fait le commentaire suivant. La pensée de derrière la tête, qui ne doit pas empêcher qu'on ne parle en chaque science particulière le langage qui lui est propre, celui des apparences physiques, cette pensée, donc de derrière la tête, c'est la pensée métaphysique. Donc, quand un scientifique qui applique les méthodes qui sont de rigueur dans les sciences ferait bien d'essayer autant que possible de conserver lui aussi ce que Ravesson désigne comme une pensée de derrière la tête, et vous voyez qu'il identifie cette pensée, même explicitement, cette pensée de derrière la tête à la pensée métaphysique. Donc oui, c'est clairement quand même une forme de dualisme, c'est-à-dire la philosophie et les sciences doivent conserver l'une par rapport à l'autre une autonomie complète. Néanmoins, il serait inexact de dire que dans l'esprit de Ravesson, la science du spirituel ne peut rien faire pour celle du naturel, ni cette dernière, celle du naturel, pour la science du spirituel. Vous voyez, par exemple, ce qu'il dit dans ce passage, il est vrai que les sciences naturelles et physiques sont jusqu'à un certain point indépendantes de la métaphysique. Là, vous voyez, il dit jusqu'à un certain point, elles sont jusqu'à un certain point indépendantes de la métaphysique. Il est vrai de plus qu'elles peuvent beaucoup lui servir, car telle est notre constitution. Donc vous voyez que les sciences naturelles peuvent servir à la métaphysique, car la raison est indiquée clairement, telle est notre constitution que nous n'entendons pas aisément le pur intelligible, si ce n'est dans le sensible, qui nous en offre en quelque sorte une image plus grossière. Et l'on a pu dire par cette raison qu'autant nous ignorons de la nature, autant nous ignorons de l'âme. Donc si nous voulons connaître l'âme, nous avons intérêt à connaître la nature. Et la réciproque est également vraie, Ravesson ajoute, mais il est vrai aussi, et d'une vérité supérieure, que le sensible ne s'entend que par l'intelligible, que la nature ne s'explique que par l'âme. Donc oui, les deux choses sont vraies. L'âme ne peut se connaître que par la nature, et par ailleurs, il est vrai, mais il précise bien, d'une vérité supérieure, cette vérité-là est supérieure à la vérité précédente, il est vrai d'une vérité supérieure que la nature ne s'explique que par l'âme. La raison de cela est que les apparences ne sont pas des apparences quelconques. Vous avez vu que Ravesson, dans un des passages que j'ai cités antérieurement, parle des apparences physiques. Il indique très clairement que la science, avec tous les mérites qu'on peut lui reconnaître, ne s'occupe tout de même que d'apparences. La science physique s'occupe des apparences physiques. Alors ces apparences, bien sûr, ont comme caractéristique intrinsèque le fait de n'être pas des apparences quelconques, mais elles sont des apparences d'une réalité, une réalité qui, même si c'est d'une façon qui, à partir d'un certain stade, commence à devenir à peu près imperceptible, une réalité qui n'en continue pas moins à se manifester à travers elle. Donc même si vous descendez au plus bas niveau des phénomènes naturels, par rapport à ce qu'on appelle la conscience, la raison, etc., vous pouvez encore observer, vous pouvez encore considérer les apparences, ces apparences-là, comme étant elles aussi, d'une certaine façon, jusqu'à un certain point, des apparences de cette même réalité. La vraie réalité, encore une fois, étant constituée par la liberté, la spontanéité, la tendance au progrès, etc. Alors vous avez un passage où c'est indiqué tout à fait clairement. Dans la nature à laquelle nous appartenons par les éléments inférieurs de notre être, la volonté, éclairée seulement par une lueur de raison, et comme sous le charme puissant de telle forme particulière qui la lui représente, et à laquelle elle semble obéir d'une obéissance toute passive, il n'en est pas moins vrai que jusqu'en ces sombres régions de la vie corporelle, donc oui, au plus bas niveau de la vie corporelle, c'est une sorte d'idée obscure de bien et de beauté qui explique dans leur première origine les mouvements, qu'en définitive, ce qu'on appelle la nécessité physique n'est, comme l'a dit Leibniz, qu'une nécessité morale qui n'exclut nullement, qui implique au contraire, sinon la liberté, du moins la spontanéité. Tout est réglé, constant, et pourtant tout est volontaire. Alors ici, Ravesson utilise une importante que fait Leibniz entre la spontanéité et la liberté. Leibniz définit la liberté en disant tantôt que c'est une spontanéité rationnelle ou que c'est la spontanéité jointe à la délibération. Et cela l'amène à remarquer que les animaux, par exemple, sont doués de spontanéité, mais pas de liberté.
Alors, donc, Ravesson considère qu'à tous les niveaux de l'être, y compris jusqu'au plus inférieur, on observe encore quelque chose qui correspond à une forme de spontanéité, même si ce n'est pas à proprement parler de liberté. Et d'autre part, il utilise la distinction que fait Leibniz entre la nécessité, qui peut être qualifiée au sens propre de logique, géométrique, ou comme il dit aussi métaphysique, et puis la nécessité que Leibniz appelle morale. Alors, la nécessité physique est elle-même subordonnée à une forme de nécessité morale, puisque ce qui a donné naissance à la nécessité physique que nous constatons, c'est le fait que Dieu a choisi de créer un monde déterminé, parce qu'il avait créé un monde différent. La nécessité physique qui y règne pourrait se présenter d'une manière différente, mais Dieu ayant choisi de créer ce monde-là, donc nous y observons certaines lois physiques, des formes diverses de nécessité physique. Or, la nécessité de cette nécessité physique, si l'on peut dire, n'est elle-même que morale, puisqu'elle ne résulte que du fait que Dieu a choisi de créer parmi tous les mondes possibles celui qu'il avait reconnu comme étant le meilleur. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que dans l'esprit de Ravesson, encore une fois, les apparences, à quelque niveau que ce soit, sont toujours des apparences dans lesquelles peut encore être reconnue, même si c'est de façon tout à fait obscure, la vraie réalité. Et il va sans dire que c'est une des tâches essentielles de la philosophie que de faire apparaître un peu plus clairement cette réalité sous le déguisement des apparences trompeuses. Alors le problème qui subsiste est bien entendu de savoir si la pensée du physique peut être séparée complètement de la façon que suggère Ravesson de la pensée métaphysique. Et si les relations, c'est-à-dire si il est légitime de considérer la pensée métaphysique telle qu'elle est susceptible d'intervenir dans la considération du physique, s'il est légitime de considérer cette pensée métaphysique comme ayant simplement le statut d'une pensée de derrière la tête, pour reprendre la comparaison que Ravesson emprunte à Pascal. Et si n'est-il pas vrai, ne serait-il pas vrai plutôt que il doit y avoir des relations d'un type un peu plus substantiel entre la physique et la métaphysique? Est-ce que les relations entre la physique et la métaphysique peuvent réellement se réduire à ce que suggère Ravesson? On peut contester en outre que la relation qui existe entre ces deux activités, donc la physique et la métaphysique, on peut contester que cette relation doit être une relation de subordination, en ce sens que la nature s'explique par l'âme et que la science supérieure, qui est la science de l'âme, doit rester juge des démarches de la science inférieure sans que la réciproque puisse être vraie. On est, semble-t-il, en droit d'estimer que la relation dont il s'agit, c'est toujours la relation entre la métaphysique et les sciences, et donc plus précisément entre la physique et la métaphysique, donc on est en droit d'estimer que cette relation devrait être plutôt une relation de coopération en vue de la résolution de problèmes qui requièrent les efforts conjugués des deux espèces de savoir, le savoir physique et le savoir métaphysique. Mais nous touchons ici, vous vous en rendez compte, à un problème qui est encore différent, et qui est celui du concours que la réflexion philosophique et des choix philosophiques peut-être plus pertinents que d'autres pourraient apporter directement ou indirectement à la résolution des problèmes scientifiques. Donc ça, c'est un problème, c'est une question qui est importante, qui réapparaît assez fréquemment. Est-ce que la réflexion philosophique, est-ce que des options philosophiques plus pertinentes que d'autres peuvent ou non, dans quelle mesure en tout cas peuvent-elles, dans quelle mesure peuvent-elles apporter une contribution à la résolution de problèmes scientifiques déterminés? Et puis, il y a également la question de la possibilité que certaines questions philosophiques soient décidées à un moment donné par des progrès réalisés dans les sciences. C'est aussi une question qui se pose. Aussi bien dans le cas de la philosophie que dans celui des sciences, il me semble que la vérité et la modestie obligent sans doute à reconnaître qu'on ne peut pas savoir a priori de quel endroit le progrès est susceptible de venir et qu'il vient souvent des endroits les plus inattendus. Donc, il peut arriver que les sciences tirent profit d'emprunts réalisés, au moins à première vue, à la philosophie et réciproquement. Et encore une fois, il est en général difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir à l'avance de quel droit le progrès est susceptible de venir. Dans la façon dont elle est perçue la plupart du temps par les philosophes,
La relation de la philosophie avec les sciences n'est pas de cette sorte, et elle est typiquement asymétrique. Je veux dire qu'elle n'est pas rarement perçue comme étant une relation de coopération avec égalité de droit. Elle est perçue, pour ce qui concerne donc l'attitude des philosophes, elle est perçue comme typiquement asymétrique quand ils ne considèrent pas la science comme complètement étrangère à la philosophie et à peu près sans rapport avec elle. Les philosophes soulignent qu'elle est bel et bien philosophique. Elle est presque toujours de la façon la plus désastreuse qui soit, à savoir sans s'en rendre compte et sans être disposé à l'admettre. Vous vous souvenez peut-être d'un texte du livre de Reichenbach sur le principe, sur la causalité que j'avais cité il y a quelques semaines, dans lequel Reichenbach insiste sur le fait que quand on dit que la science n'est pas philosophique et n'a pas à s'occuper de philosophie, ça consiste en gros à accepter l'idée que la science, ça consiste en gros à imputer à la science ce qu'il peut y avoir de plus grossier et de plus rétrograde dans la philosophie, c'est-à-dire à reconnaître que la science en réalité a bel et bien une philosophie et généralement pas de l'espèce la meilleure qui soit. Alors beaucoup de philosophes pensent en effet que ce qui est le plus ennuyeux, c'est le fait que dans la réalité, la science a bel et bien une philosophie qui, encore une fois, n'est pas forcément la meilleure, elle peut même être souvent la pire, et comme évidemment elle ne se rend pas compte qu'elle est véritablement philosophique, elle n'a aucune chance de réussir à améliorer sa position sur ce point. Alors, de leur côté, les philosophes sont peu portés, il faut le reconnaître, à s'interroger sur ce qui, dans la construction d'une philosophie, peut dépendre de façon plus ou moins directe de l'état de la science au moment considéré. Ou ils sont en tout cas convaincus que cette relation de dépendance par rapport à un état déterminé de la connaissance scientifique ne peut pas affecter sérieusement la question de sa vérité, la question de la vérité d'une philosophie, et encore moins celle de sa valeur. Alors que les théories scientifiques sont par nature révisables et passent, les systèmes philosophiques restent et sont d'une certaine façon impérissables. Autrement dit, il est possible qu'ils dépendent sous certains aspects au moment de leur création, au moment de leur construction, qui dépendent sous certains aspects de l'état des sciences au moment considéré, mais ça ne les empêche pas d'avoir un statut qui est fondamentalement différent de celui des théories scientifiques, en ce sens que, encore une fois, les théories scientifiques passent, mais apparemment pas les systèmes philosophiques. Il faut remarquer cependant qu'il y a deux façons bien différentes de concevoir la relation de domination dans laquelle la philosophie a tendance à se situer par rapport aux sciences. C'est sur ce point que j'aimerais insister maintenant. La philosophie peut essayer, et elle l'a fait fréquemment au cours de son histoire, de s'ériger elle-même en science, et plus précisément en science suprême, qui a accès à des connaissances et à des vérités d'un type supérieur, et qui est en mesure de juger les prétentions des autres sciences à la connaissance et à la vérité. Ça, c'est une première attitude possible. Mais la philosophie peut aussi comprendre la position supérieure qu'elle occupe par rapport aux sciences comme consistant dans son statut d'instance chargée de juger la science et la connaissance en général, non pas tellement du point de vue de la vérité, mais de celui de la valeur. C'est de cette deuxième façon, tout à fait clairement, que Nietzsche perçoit la relation de la philosophie avec les sciences. La première chose à remarquer est que l'instinct de connaissance n'est pas une chose que la philosophie est, selon Nietzsche, tenue d'accepter aveuglément. Cet instinct-là, l'instinct de connaissance, pourrait bien au contraire être, comme beaucoup d'autres, un instinct qu'une sagesse supérieure, que seule la philosophie est en mesure de nous procurer, oblige à limiter et à contrôler. Alors ça, c'est tout à fait caractéristique chez Nietzsche et assez original, il faut bien le dire, parce que la tendance naturelle d'un philosophe est de penser qu'il n'y a aucune raison d'imposer des limitations à l'instinct de connaissance. C'est un instinct qui est bon en soi et sans restriction. Connaître davantage est toujours quelque chose de positif. Ce n'est pas du tout de cette façon que Nietzsche considère les choses. Il considère, encore une fois, que comme tous les instincts, l'instinct de connaissance doit accepter de se voir imposer des limites. Et, si vous voulez, à ses yeux, c'est presque une forme de dépravation que d'accepter l'idée que l'instinct de connaissance peut être autorisé à s'exercer sans limite. Encore une fois, il faut
accepter l'idée que, comme tout autre instinct, il doit être limité et contrôlé. Et il est très remarquable que Nietzsche perçoive les moments dans lesquels la philosophie accepte de se laisser déterminer entièrement par l'instinct de connaissance et la volonté de vérité, il considère ces moments-là comme étant plutôt des moments de décadence. La raison de cela est que, encore une fois, l'instinct de connaissance peut avoir besoin d'être maîtrisé et dirigé, et même de l'être sévèrement. Vous voyez par exemple cette formule qui est tout à fait caractéristique. L'instinct de la connaissance sans discernement est semblable à l'instinct sexuel aveugle, signe de bassesse. Donc c'est une forme de débauche, comme l'instinct sexuel dépravé. Alors, encore une fois, c'est assez surprenant, parce que surtout si on est idéaliste, surtout si on appartient à la tendance idéaliste en philosophie, on est fortement enclin à supposer s'il y a un instinct auquel il ne faut surtout pas essayer d'imposer des restrictions quelconques, mais qu'il faut développer au maximum, c'est l'instinct de connaissance. Encore une fois, ce n'est pas du tout le point de vue de Nietzsche. Il pense que c'est une erreur fatale de croire que à cet instinct-là, l'instinct de connaissance, au moins, il est possible et raisonnable de s'abandonner sans résistance et sans limite. Ça ne veut pas du tout dire que Nietzsche adopte une attitude anti-scientifique. Ça, j'y viendrai dans un instant si on a le temps, mais en tout cas, encore une fois, il considère les époques de la philosophie dans lesquelles elle s'est subordonnée, s'est remise en quelque sorte aveuglément. Elle s'est placée sous l'emprise de cet instinct de connaissance sans contrôle. Il considère ces périodes-là comme étant plutôt des périodes de décadence. Donc, à ses yeux, la philosophie faillirait complètement à sa tâche si elle choisissait de s'aligner complètement sur le modèle de la science et accepter comme elle de céder sans discernement et sans mesure à l'instinct de connaissance. Alors, il se peut que la science, en ce qui la concerne, ait tendance à s'abandonner sans résistance à l'instinct de connaissance, mais en tout cas, la philosophie n'a pas à le faire. C'est, de ce point de vue-là, la philosophie doit être capable de faire preuve du discernement qui, peut-être, manque à la science. Et Nietzsche s'exprime de la façon que vous pouvez constater sur la différence qui existe entre la philosophie et les sciences. Rendre clair, dit-il, la différence entre l'effet de la philosophie et celui de la science, et également la différence de leur genèse. Il ne s'agit pas d'un anéantissement de la science. Pourquoi je disais il y a un instant que Nietzsche n'adopte pas du tout, contrairement à ce qu'on croit assez souvent, une attitude anti-scientifique. Il ne s'agit pas, dit-il, d'anéantir la science, mais de sa maîtrise. Il s'agit de la maîtriser, et il souligne le mot. Dans toutes ses fins et toutes ses méthodes, elle, c'est-à-dire la science, dépend à vrai dire entièrement de vues philosophiques, mais elle l'oublie facilement. C'est le genre d'idée que je viens d'évoquer, en citant en particulier Reichenbach, c'est-à-dire la question n'est pas de savoir si la science est philosophique ou non, elle l'est de toute évidence, mais ce qui est vrai, c'est que c'est une chose qu'elle perd facilement de vue. Mais, ajoute Nietzsche, la philosophie dominante doit aussi prendre en considération le problème de savoir jusqu'à quel degré la science peut se développer, et là, la valeur à déterminer. Donc, vous pouvez constater que, comme je vous le disais tout à l'heure, on a affaire clairement à la deuxième façon de considérer le problème de la domination, la position dominante que la philosophie est capable d'exercer par rapport aux sciences. Il est question chez Nietzsche de juger la science non pas du point de vue de la vérité, il n'y a pas de raison pour que la philosophie soit spécialement armée pour ce genre de tâche, mais en revanche, elle a une tâche essentielle à remplir qui est de poser et, si possible, résoudre la question de la valeur de la science, et celle de la valeur de la connaissance en général. On trouve un écho de ça d'ailleurs chez Bouzille dans certains de ses essais quand il remarque que la science nous a procuré un nombre considérable de vérités peu discutables. Elle nous a même procuré une surabondance de vérités diverses, mais il y a une question qu'elle n'a pas résolue et qu'elle n'a même pas posée, dit-il, c'est la question de la valeur de la vérité, la question de la valeur de la vérité elle-même. Et si on veut comprendre la position de Nietzsche, il faut bien comprendre que c'est évidemment à cette question-là en priorité qu'il s'attaque dans ses discussions sur la position et l'importance exacte de la science. Et vous pouvez remarquer que, d'après lui,
la supériorité des philosophes grecs les plus anciens, c'est-à-dire clairement pour lui les présocratiques, la supériorité de ces philosophes-là repose pour une part essentielle sur le fait qu'ils contrôlaient et maîtrisaient encore l'instinct de connaissance. Une chose qui, dit-il, a cessé d'être vraie à partir de Socrate. À partir de Socrate, il y a quelque chose qui, aux yeux de Nietzsche, n'est plus du tout satisfaisant, et c'est en particulier cette espèce d'assujettissement sans résistance à l'instinct de connaissance. Or, c'est seulement si on perd de vue que la philosophie n'a pas à se laisser diriger et dominer par l'instinct de connaissance, donc c'est seulement si on oublie ce genre de choses qu'on peut être tenté de juger de la valeur d'une philosophie en se référant à l'histoire et au progrès des sciences. Alors, je vous ai reproduit sur ce point un assez long passage qui est très très éclairant sur ce qui constitue au juste, sur ce à quoi ressemble exactement la position de Nietzsche, dont on peut constater d'ailleurs qu'elle est beaucoup plus indécise qu'on ne le suppose souvent. Grand embarras, dit-il, de savoir si la philosophie est un art ou une science. Donc vous le voyez poser cette question qui continue à hanter la métaphilosophie, c'est-à-dire la question, le genre de recherche qui vise à répondre à des questions comme qu'est-ce exactement que la philosophie, et on n'est pas plus avancé, à mon sens, pour ce qui concerne la réponse que ne l'était Nietzsche. La philosophie est-elle plus proche de l'art ou plus proche de la science? Donc, grand embarras, dit-il, de savoir si la philosophie est un art ou une science. C'est un art dans ses fins et dans sa production, mais le moyen, la représentation en concept, elle l'a en commun avec la science. Donc, elle a à la fois des affinités avec l'art et avec la science. Donc, le moyen, la représentation en concept, elle l'a en commun avec la science. C'est une forme de poésie. Il dit en allemand eine Form der Dichtkunst. Il ne faut pas la classer, c'est pourquoi nous devons trouver et caractériser une catégorie. La physiographie du philosophe, il connaît en inventant et il invente en connaissant. Donc oui, la philosophie a à voir à la fois avec la connaissance et avec l'invention artistique. Erkennt, indem dichtet, und dichtet, indem erkennt. Il ne grandit pas, je veux dire que la philosophie ne suit pas le même cours que les autres sciences. Là, il dit les autres sciences, qui veut dire qu'il classe implicitement la philosophie dans la catégorie des sciences. Il ne grandit pas, je veux dire que la philosophie ne suit pas le même cours que les autres sciences, même si certains domaines du philosophe passent peu à peu entre les mains de la science. Héraclite ne vieillira jamais, c'est la poésie hors des bornes de l'expérience, prolongement de l'instinct mythique, essentiellement aussi en images. L'exposé mathématique n'appartient pas à l'essence de la philosophie. Donc on peut penser que dans son esprit, les philosophes qui sont restés très dominés, dont la création philosophique est restée dominée par la subordination à l'instinct unilatéral à l'instinct de connaissance, ces philosophes-là vieilliront plus vite et plus sûrement que les philosophes qui ont échappé à cette espèce de cette détermination exclusive, pour ne pas dire cette servitude exercée par rapport à l'instinct de connaissance. Et, le passage se conclut par la remarque « Dépassement du savoir par les forces formatrices du mythe », souligné, Kant est remarquable, savoir et croyance, parenté intime entre les philosophes et les fondateurs de religion. Donc vous voyez, à la fin du passage, au début, il insiste sur les affinités qui existent d'une part d'un côté entre la philosophie et les arts, de l'autre entre la philosophie et les sciences, et à la fin il conclut qu'il y a aussi une parenté entre les philosophes et les fondateurs de religion. Une question essentielle qui se pose, je crois que je l'avais déjà plus ou moins évoquée, est de savoir si la philosophie, comme le pensent de façon tout à fait typique les philosophes comme Jules Villemin, est-ce que la philosophie qui a représenté à l'origine une rupture radicale avec le monde mythique doit continuer à effectuer ce genre de rupture, ou bien est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'à un moment que nous avons peut-être atteint, la philosophie devrait essayer au contraire plutôt de faire revivre le mythe et d'en constituer un prolongement. Mais comme on peut s'en rendre compte déjà d'après le passage que je viens de vous citer, même chez Nietzsche, les choses sont en réalité loin d'être aussi claires, ou en tout cas aussi tranchées qu'on le croit souvent. Il n'est pas sûr, remarque-t-il, que l'on dispose actuellement d'une catégorie qui permette de classer correctement le philosophe, et qu'il faille à tout prix essayer d'en trouver une, comme vous avez pu le voir,
dans le passage que j'ai cité, il se pose explicitement la question, même s'il ne fait pas dans des termes excessivement clairs, il se pose tout de même la question de savoir si nous disposons réellement d'une catégorie satisfaisante pour classer la philosophie. Il pense que, encore une fois, elle a à voir à la fois avec l'art et avec la science, et il dit aussi du philosophe une chose que je trouve très remarquable et en plus très juste. Il, c'est-à-dire le philosophe, est contemplatif comme les artistes plastiques, compatissant comme le religieux, logique comme l'homme de science. Vous voyez qu'il n'a rien contre la logique, contrairement à ce qu'on lui fait dire assez souvent, contre la logique surtout pas, et ni même contre la science. Il cherche à faire vibrer en lui tous les accents de l'univers et à exprimer hors de lui cette symphonie en concept. Fin de citation. À certains moments, Nietzsche insiste lui-même sur tout ce qui rapproche la philosophie de la science, sur les affinités profondes qu'il y a entre elles et sur l'impossibilité de les séparer complètement. Vous voyez, par exemple, ce passage, il n'y a pas de philosophie à part, distincte de la science. Là, comme ici, on pense de la même façon. Le fait qu'une philosophie indémontrable, en allemand c'est ein unbeweisbares Philosophieren, c'est-à-dire littéralement le fait qu'un philosophé indémontrable est encore une valeur, et cela, plus la plupart du temps qu'une proposition scientifique, provient de la valeur esthétique d'un tel philosophé, c'est-à-dire de sa beauté et de sa sublimité. Alors là, vous voyez, c'est assez typique de la façon de procéder de Nietzsche. Il a commencé par dire qu'il n'y a pas de philosophie distincte de la science, puis il en arrive très vite à dire que finalement, ce qui fait la valeur irremplaçable d'une philosophie, c'est sa valeur esthétique. Le philosophé, dit-il, est encore présent comme œuvre d'art, même s'il ne peut se démontrer comme construction philosophique. Donc, quand la philosophie ne peut véritablement se démontrer en tant que construction philosophique, elle peut encore posséder une valeur qui est de la même nature que celle d'une œuvre d'art. Mais, dit-il, n'en est-il pas de même en matière scientifique? Autrement dit, il évoque en passant la question, est-ce que ça n'est pas vrai également, dans une certaine mesure, peut-être de la science elle-même, hein? C'est-à-dire, est-ce que quand une construction scientifique ne peut pas véritablement se démontrer en tant que construction scientifique, est-ce qu'elle ne serait pas susceptible de conserver éventuellement, elle aussi, une valeur en tant qu'œuvre d'art? En d'autres termes, dit Nietzsche, ce qui décide n'est pas le pur instinct de la connaissance, mais l'instinct esthétique. Et là, ça résume assez bien sa position. Donc, ce qui décide n'est pas le pur instinct de connaissance, mais l'instinct esthétique. Et il a l'air de penser que c'est vrai jusqu'à un certain point, même pour la science elle-même. Autrement dit, ce qui règle, ce qui permet de régler, ou en tout cas donne un espoir de réussir à régler la question de la valeur dans le cas de la science, n'est probablement pas non plus le pur instinct de connaissance, mais l'instinct esthétique. Et il conclut en disant « La philosophie peut démontrer d'Héraclite à une valeur supérieure à toutes les propositions d'Aristote. » Ça, c'est une affirmation dont je lui laisse entièrement la responsabilité, mais enfin, c'est la position clairement et maintes fois réaffirmée de Nietzsche. La philosophie peut démontrer d'Héraclite à une valeur supérieure à toutes les propositions d'Aristote. Alors, à d'autres moments, il y a aussi des moments où Nietzsche donne plutôt l'impression de chercher au contraire. Ce passage donc, commence par disant qu'il n'y a pas de philosophie à part, distincte de la science, mais il y a aussi des moments où il donne plutôt l'impression de chercher au contraire à maintenir entre la philosophie et les sciences la distance la plus grande possible. C'est que, comme il le dit, voilà encore une de ces formules qui résume, je crois, très bien sa position, toute force, il met entre parenthèses religion, mythe, instinct du savoir, toute force a, lorsqu'elle est excessive en tant que domination rigide, il met entre parenthèses Socrate, des effets barbares, immoraux, abrutissants. Donc, toute forme de domination unilatérale d'une force quelconque, que ce soit la religion, le mythe, l'instinct du savoir, toute forme de domination de cette sorte, donc, est susceptible de produire des effets barbares, immoraux et abrutissants, et en particulier, donc, si vous voulez, le prestige et le privilège accordé à la théorie depuis Socrate, dit Nietzsche, en philosophie, est tout aussi susceptible que d'autres formes de domination, comme par exemple celle du mythe, de produire des effets que Nietzsche n'hésite pas à qualifier de barbares, immoraux et abrutissants. Donc, vous voyez, l'instinct de connaissance déchaîné, on peut parler d'une sorte de déchaînement, de dépravation de l'instinct de connaissance lui-même, qui est susceptible
estime-t-il, de produire ce genre d'effets barbares, immoraux et abrutissants. Donc, la conclusion à tirer de ça, si on se pose la question que devons-nous faire, eh bien, c'est, d'après Nietzsche, que la philosophie peut, dans certaines circonstances, avoir à renforcer le sens de la vérité, la vis veritatis, contre la fiction débridée. Et c'est, d'après lui, ce qu'ont fait Thalès, Démocrite et Parménide. Donc, ces philosophes-là ont cherché, et dans une certaine mesure réussi, à renforcer ce qu'il appelle le sens de la vérité, la vis veritatis, contre la fiction déchaînée. Et donc ça, c'est une chose que la philosophie peut avoir à faire dans certaines circonstances. Et puis, il y a aussi des circonstances dans lesquelles elle doit se considérer comme obligée de faire le contraire, et où elle doit renforcer la tendance qu'on peut qualifier de mythico-mystique, et l'art contre la connaissance pure. Et c'est, d'après lui, ce qu'ont fait Héraclite, Empédocle et Anaximandre. Donc là, il oppose clairement deux catégories de philosophes qui ont, d'une certaine façon, les uns et les autres, très correctement rempli leur tâche, parce que les circonstances n'étant pas les mêmes, il y a pu y avoir une époque à laquelle il fallait défendre l'instinct de vérité, si on peut parler d'une chose de ce genre, hein, ce qu'il appelle la vis veritatis, la force de vérité, et puis à l'opposé, il y a pu y avoir des périodes dans lesquelles il fallait au contraire défendre la tendance qu'il appelle mythico-mystique. Donc la philosophie, compte tenu de ce que je viens de dire, peut très bien, selon Nietzsche, être amenée à adopter à un moment donné une attitude pro-scientifique, par exemple pour lutter contre le dogmatisme rigide dans la religion, et à d'autres moments une attitude anti-scientifique pour lutter contre le dogmatisme rigide dans la science. Autrement dit, on voit très bien que la philosophie ne pourrait, en tout état de cause, être ni une ennemie déclarée, ni une alliée inconditionnelle de la science. J'ai insisté à différentes reprises sur le fait que, pour Villemin, la distance qui sépare la philosophie des sciences et l'ignorance dont elles font preuve la plupart du temps l'une à l'égard de l'autre constitue une chose tout à fait regrettable et en contradiction avec ce que nous ont enseigné à la fois l'histoire des sciences et l'histoire de la philosophie. Puisque c'est apparemment surtout la philosophie théorique qui semble susceptible d'avoir quelque chose à dire aux sciences et quelque chose à apprendre d'elles, l'éloignement de la philosophie et des sciences tend bien entendu à devenir encore plus important dans les moments où la philosophie pratique prend le pas sur la philosophie théorique et est perçue comme la partie fondamentale de la philosophie. Je vous avais indiqué que pour Brentano, cela constitue justement un symptôme caractéristique du fait que la philosophie est entrée dans une phase de déclin. Donc un des symptômes qui, aux yeux de Brentano, indique que la philosophie est entrée dans une phase de déclin, c'est la priorité accordée à la philosophie pratique par rapport à la philosophie théorique. Et encore une fois, ça s'accompagne généralement d'un éloignement plus grand de la philosophie par rapport aux sciences. On peut remarquer en passant que la partie pratique de la philosophie, en particulier la philosophie morale, semble être de beaucoup la plus accessible, la plus populaire. Je devrais ajouter, semble être à tort ou à raison, parce que c'est une chose qu'on pourrait tout à fait discuter, mais c'est en tout cas l'impression qu'elle donne. Elle donne l'impression d'être la partie la plus accessible, la plus populaire et la plus facilement médiatisable des deux. Ce qui fait, elle semble l'être beaucoup plus que la philosophie théorique, ce qui fait que le succès considérable qu'elle connaît à certains moments, par exemple en ce moment précisément, ce succès est interprété généralement par les médias comme la preuve d'une renaissance de la philosophie tout court. Mais il faut remarquer que c'est exactement le contraire de cela que signifie pour un philosophe comme Brentano, et j'ai à peine besoin de le dire pour Villemin lui-même, une hégémonie et un succès de cette sorte, c'est-à-dire une hégémonie et un succès de la philosophie morale. Encore une fois, c'est pour Brentano, c'était aussi tout à fait vrai pour Villemin, j'ai eu un bon nombre de discussions avec lui sur ce point, il considérait comme plutôt inquiétant, si vous voulez, cette tendance de la philosophie pratique, en particulier de la philosophie morale, à prendre le pas sur la philosophie théorique. J'aimerais vous citer un passage déjà très ancien de Villemin, puisqu'il a une quarantaine d'années, même plus de 40, il y a plus de 40 ans, donc Villemin écrivait ceci dans
dans un livre monumental intitulé La philosophie de l'algèbre, à propos des, voici ce qu'il écrivait à propos des relations qui existent entre les mathématiques pures et la philosophie théorique. Et là, vous allez voir qu'à cette époque-là, il avait tendance à établir des relations d'un type relativement strict entre la philosophie théorique et les sciences, et même plus précisément entre la philosophie théorique d'une part et les mathématiques pures d'autre part. Alors, je vous lis ce passage. L'histoire des mathématiques, nous dit-il, et de la philosophie montre qu'un renouvellement des méthodes de celles-là, c'est-à-dire des mathématiques, a à chaque fois des répercussions sur celles-ci, c'est-à-dire sur la philosophie. L'occasion du platonisme a été fournie par la découverte des irrationnels. Mais il suffit de lire le Politique pour apercevoir comment la méthode inventée par les mathématiciens grecs pour donner par les fractions continues une approximation satisfaisante des irrationnels, donc comment cette méthode a trouvé son écho dans la politique platonicienne, où les états empiriques se mesurent à l'excès et au défaut de leur ressemblance avec l'état idéal. Donc, de cette façon, la méthode est appliquée à nouveau, mutatis mutandis, évidemment, avec les changements qui s'imposent au traitement de la question de l'état dans le politique. Même lorsque Platon critique les mathématiques et plus généralement la connaissance symbolique, en l'opposant à la dialectique du philosophe, il anime toutefois cette dialectique même d'emprunts faits aux mathématiques les plus récentes. Bien plus, ces emprunts mesurent souvent sa propre évolution philosophique. Dans La République, il présentait l'état idéal comme s'il était susceptible d'être réalisé sur Terre. Dans le Politique, au contraire, il montre comment l'état réel, tout en cherchant à se rapprocher de l'état idéal, trouve en lui-même des limites qui empêchent toute confusion, et par là, il assigne par avance ces mêmes limites au pouvoir d'un tel état, par essence imparfait, comme on assigne ces limites à l'approximation d'un nombre irrationnel. Donc ça, c'est le début de la philosophie de l'algèbre, donc un livre qui est paru, si je me souviens bien, en 1962. Donc vous voyez que là, Villemin avait tendance à insister particulièrement, surtout chez un auteur comme Platon, si vous voulez, les passages qui se sont effectués entre les nouveautés mathématiques et les nouveautés philosophiques, y compris du point de vue de l'évolution de l'œuvre, à l'intérieur de l'œuvre de Platon lui-même. Et dans un de ses derniers livres, intitulé L'intuitionnisme kantien, qui réunit une série de contributions anciennes ou plus récentes qu'il a consacrées à Kant, Villemin revient à nouveau sur ce problème, en posant d'abord la question de la relation qui existe entre la philosophie de Kant et la science de son époque, et ensuite, de façon plus générale, la question de ce que la science, prise dans un état déterminé, permet ou ne permet pas de dire à propos de la vérité ou de la fausseté, ou tout au moins de l'acceptabilité ou de la non-acceptabilité d'un type déterminé de système philosophique. Donc c'est la question de savoir dans quelle mesure une évolution survenue à un moment donné dans les sciences est, ou dans quelle mesure est-elle ou n'est-elle pas susceptible de conduire éventuellement à une décision entre deux options philosophiques en compétition. Dans quelle mesure l'histoire des sciences permet-elle de juger les systèmes philosophiques et en particulier de juger et peut-être de départager les philosophies des sciences, puisqu'il y a ces deux aspects, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut attendre de la science pour la résolution du problème de la décision en philosophie, et puis plus particulièrement, et là il y aurait semble-t-il des raisons d'être un peu plus optimiste, qu'est-ce qu'on peut attendre de la science quand on cherche à décider non pas entre des philosophies en général, mais entre des philosophies des sciences différentes. Il semblerait que là, évidemment, les sciences ont leur mot à dire de façon plus directe et qu'ils puissent raisonnablement espérer une réponse positive. Villemin dit que l'histoire critique a, je cite, l'histoire critique a besoin d'un critère pour décider sans arbitraire de ce qui est vivant et de ce qui est mort dans la philosophie kantienne. C'est, semble-t-il, une chose qu'on peut demander sans abuser à un historien de la philosophie, c'est d'être capable peut-être de nous dire, de faire ce que dit Villemin, c'est-à-dire décider de la façon la moins arbitraire possible de ce qui est encore vivant et de ce qui ne l'est plus dans la philosophie qu'il étudie. Dans le cas précis, il s'agit de la philosophie kantienne. Donc on a besoin d'un critère de cette sorte. On a besoin d'un critère permettant de décider sans arbitraire
de ce qui est vivant et de ce qui est mort dans la philosophie kantienne, mais par bonheur, dit Villemin, quand on s'en tient à la théorie de la connaissance, c'est l'histoire de cette connaissance qui fournit le critère désiré. Donc, il suggère, à cet endroit en tout cas, que l'histoire de la connaissance fournit le critère désiré pour juger les théories de la connaissance. Vous voyez par exemple cette affirmation très typique, les sciences, quand on veut bien les consulter, sélectionnent les idées. Donc les sciences, quand on veut bien les consulter, sélectionnent les idées, et elles fournissent même le seul cas où la sélection est un critère de validité. Donc on a l'impression que les sciences, précisément leur évolution, elles sont en mesure d'effectuer une sélection entre les idées, et cette sélection n'est pas simplement une sélection qui pourrait être arbitraire, contestable à de multiples égards, abusive, c'est dit Villemin une sélection qui constitue en même temps un critère de validité. Villemin parle ici de la possibilité d'utiliser l'état présent d'une science comme critère pour distinguer ce qui est vivant et ce qui est mort dans une philosophie de cette science. Et celui des sciences en général, donc c'est-à-dire il pense à la possibilité d'utiliser l'état des sciences en général comme critère pour décider ce qui est vivant et ce qui est mort dans une théorie ou une philosophie de la connaissance. Il ne parle pas, et il a pour cela de bonnes raisons de se servir de ce genre de choses pour décider si une option philosophique déterminée, comme par exemple l'intuitionnisme en général, au sens auquel il utilise le mot, ou une de ses versions historiques particulières, comme la philosophie critique kantienne, il n'est pas question donc de se servir de ce genre de choses pour décider si ces réponses-là sont aujourd'hui vivantes ou mortes, si elles sont encore utilisables ou non. Par exemple, de la réponse kantienne, Villemin dit ceci: on peut l'épurer d'éléments imposés par les circonstances, surtout de cette imagination spatiale à laquelle Kant s'en remettait ici pour ajuster les constructions aux démonstrations apagogiques, là pour équilibrer l'observation du sens commun et l'expérimentation bourrée de théories. Épuré, l'idéalisme transcendantal traduit les choix révolutionnaires et déviants de l'intuitionnisme mathématique et de la physique phénoménologique. À force de rogner les ailes de la spéculation, Kant ampute la connaissance et la fait marcher d'un pas pesant et disgracieux. Ce passage est tellement concentré on pourrait passer une demi-journée à essayer de l'expliquer réellement, mais je ne vais pas le faire maintenant, j'y reviendrai probablement par la suite. L'idée générale, bon, je pense tout à fait claire dans votre esprit, Villemin veut dire qu'il y a, dans la philosophie kantienne, comme dans n'importe quelle autre philosophie, il y a des éléments qui sont liés à un état particulier du savoir au moment considéré, et qui peuvent être considérés comme facultatifs et amendables. Alors l'évolution des connaissances mathématiques et physiques permet, à ses yeux, dans le meilleur des cas, de purifier une option philosophique, en l'occurrence l'idéalisme transcendantal. Il permet de purifier cette option de ce qui en elle était lié à l'histoire et aux circonstances. Mais l'évolution des sciences ne nous permet pas de décider si cette option constituait la réponse correcte au problème posé. Encore une fois, ça serait demander à la science quelque chose qu'elle n'est pas en mesure de nous fournir que d'exiger d'elle une décision de cette sorte. Pour une meilleure compréhension de ce que Villemin veut dire à propos des limitations qui se trouvent imposées par des facteurs circonstanciels à la conception kantienne, il peut être utile, je crois, de citer un assez long extrait de la réponse qu'il donne à un des auteurs qui ont participé à un volume d'hommage qui lui a été consacré en 1991. Le contraste entre l'attitude de Descartes et de Kant d'un côté et celle de Leibniz de l'autre y est décrit de la façon suivante. Vous avez le texte sur l'écran. Alors c'est tiré donc des réponses de Villemin à un volume qui a été publié en 1991 sous la direction de Gordon Britton sous le titre Causality, Method and Modality, donc causalité, méthode et modalité. Alors j'ai traduit cet assez long passage parce que je crois qu'il est très éclairant en ce qui concerne la position de Villemin sur cette question de savoir dans quelle mesure on peut utiliser l'état du savoir, en particulier du savoir scientifique, pour juger les philosophies.
et bien sûr, dans quelle mesure aussi peut-on juger la capacité plus ou moins grande qu'a pu avoir un système philosophique au moment où il a été engendré de s'affranchir de ces relations de dépendance contingente et circonstancielle par rapport à un état donné du savoir. Dans le cas de Descartes, dit Villemin, l'analyse et la synthèse sont valides uniquement en allant d'idées claires et distinctes à des idées claires et distinctes. Ça, c'est une restriction essentielle qui est imposée à la fois à l'analyse et à la synthèse. Elles doivent toujours aller uniquement d'idées claires et distinctes à des idées claires et distinctes. En mathématiques, cette condition signifie que la théorie des proportions est le tout de la géométrie dont il est nécessaire d'exclure les constructions mécaniques qui impliquent l'infini. Alors je reviendrai sur cet aspect. Il y a des courbes que Descartes exclut de sa géométrie parce que précisément elles ne satisfont pas à ce réquisite. Elles représentent des constructions simplement mécaniques qui impliquent l'infini et qui ne permettent pas de respecter ce principe d'après lequel on doit toujours aller, le processus effectué doit toujours aller d'idées claires et distinctes à des idées claires et distinctes. Alors Villemin a consacré un livre à cette question, la question des courbes qui ne sont pas reçues dans la géométrie de Descartes. Bon, j'aurai à vous en reparler un petit peu par la suite. Alors, il continue en disant « Cela explique la disparité entre la géométrie de Descartes et la solution à des problèmes donnés seulement dans la correspondance. » Donc il y a des problèmes qui sont traités, résolus dans la correspondance, mais dont il n'est pas question dans l'exposé, en quelque sorte l'exposé officiel, celui qui est donné dans la géométrie. Kant va plus loin en ce qui concerne les restrictions imposées. Kant va plus loin que Descartes en renforçant les conditions imposées aux deux méthodes, c'est-à-dire à l'analyse et à la synthèse. Le « je pense » peut, d'après lui, produire une synthèse objective uniquement en construisant des idées claires et distinctes dans les intuitions sensibles. Oui, c'est une restriction supplémentaire. Donc, le « je pense » peut produire une synthèse objective uniquement en construisant des idées claires et distinctes dans les intuitions sensibles et non pas seulement intellectuelles de l'espace et du temps. Cela explique les restrictions que Kant impose à la géométrie et à l'arithmétique. L'algèbre de son époque l'a obligé, bien que ce ne soit qu'une partie très accessoire de son système, à faire une place à des constructions symboliques. Un risque de confondre Kant et Leibniz apparaîtrait si on pensait que la démonstration de la consistance d'un symbolisme non interprété est elle-même suffisante. De fait, ce qui légitime les démonstrations par réductio en mathématiques est la constructibilité des concepts dans l'intuition sensible, d'après la doctrine transcendantale de la méthode. Sans le donné irréductible de ces intuitions, les constructions symboliques de l'algèbre resteraient chimériques. Donc vous voyez que Kant est obligé d'admettre, étant donné l'état des mathématiques à son époque, certaines constructions symboliques juxtamodum, c'est-à-dire dans une certaine mesure, mais il subsiste un contraste fondamental sur lequel Villemin insiste avec raison entre son attitude et celle de Leibniz. Il continue en disant « Descartes et Kant sont tous les deux opposés à Leibniz. La seule limitation que Leibniz impose aux concepts mathématiques et philosophiques est la consistance, c'est-à-dire la non-contradiction. Pour Descartes et Kant, cette limitation est notoirement inadéquate. À l'analyse et à la synthèse, ils joignent la constructibilité caractéristique de l'intuitionnisme mathématique aussi bien que philosophique, Kant restreignant ce qui doit compter comme intuition plus rigoureusement que Descartes. Encore une fois, Kant va plus loin que Descartes dans l'imposition de restrictions spécifiques, c'est-à-dire qu'il resterait encore davantage, il resterait encore plus que ne le fait Descartes, ce qui doit être considéré comme une intuition. Alors là, on touche à un problème qui est tout à fait crucial. Il est caractéristique des systèmes qui appartiennent à la catégorie de ce que Villemin appelle l'intuitionnisme. Donc ce sont des systèmes qui, pour ce qui concerne les mathématiques en tout cas, ont tendance à se satisfaire de la non-contradiction comme critère de l'existence. C'est-à-dire, pour qu'une construction mathématique puisse se voir attribuer légitimement l'existence, il est suffisant que sa consistance, c'est-à-dire sa non-contradiction, ait été démontrée, ce qui correspond à une position qu'on peut qualifier fondamentalement de leibnizienne. Mais aucun intuitionniste ne se satisfait de cette façon de résoudre le problème de l'existence en mathématiques, et c'est tout aussi vrai, c'est vrai chez Kant, mais ça l'est tout autant de Brouwer, l'intuitionnisme mathématique moderne, qui refuse catégoriquement d'identifier
d'utiliser comme critère de l'existence mathématique la simple non-contradiction. Il faut quelque chose de plus qui est ce que Villemin appelle la constructibilité. Comme on l'a vu, quand l'évolution des mathématiques fait éclater le cadre trop étroit que des systèmes philosophiques comme ceux de Descartes et de Kant, pour des raisons historiques contingentes, ont imposé aux mathématiques, cela ne constitue pas, cependant, en tout cas pas encore, une réfutation des systèmes en question. La position de Villemin consiste à dire que cela peut obliger à les modifier et à les libéraliser, mais pas, ou à les actualiser si vous préférez, mais pas à les rejeter purement et simplement. Encore une fois, c'est trop demander à une découverte scientifique, mathématique par exemple, que de lui demander de produire quelque chose comme une réfutation en bonne et due forme de certaines options philosophiques. J'avais eu l'occasion, ces dernières années, je le fais à nouveau, de signaler que là, il y a une différence très nette entre la position de Villemin et celle de Gödel, par exemple, puisque Gödel pensait que les résultats d'incomplétude qu'il a obtenus sont en mesure de fournir une réfutation de certaines options philosophiques qui apparaissent dorénavant comme intenables et ne laissent subsister comme seule option possible que ce qu'on appelle le platonisme ou le réalisme mathématique. Et vous voyez que Villemin a une position qui est beaucoup plus prudente, et pas seulement plus prudente. Enfin, il estime qu'il ne faut surtout pas demander à la science il ne faut pas demander à la science ce genre de service, c'est-à-dire il ne faut pas lui demander de départager les systèmes philosophiques. Quelle que soit la nature des progrès réalisés, on n'obtiendra jamais une réponse claire et univoque à des questions de cette sorte. Il n'est pas rare d'entendre des mathématiciens expliquer que l'intuitionnisme mathématique ne présente plus guère aujourd'hui qu'un intérêt historique. Pour eux, la science mathématique a choisi, à un moment donné, de façon irréversible entre l'intuitionnisme et son ou ses adversaires. Mais si elle a disqualifié l'intuitionnisme, à supposer que ce soit vrai, il n'est pas facile de dire en faveur de quel genre de philosophie des mathématiques elle l'a fait, selon eux. Vous avez cette formule très, très caractéristique utilisée par Largeau à propos de ce qui constitue la philosophie probablement la plus répandue chez les mathématiciens. Largeau leur attribue en fait de philosophie des mathématiques ce qu'il désigne comme, citation, un formalisme de façade derrière quoi la majorité des professionnels abritent des croyances platoniciennes en l'existence des objets mathématiques. C'est un assez bon résumé de la situation telle qu'on peut l'observer très souvent, en particulier quand on a l'occasion de parler devant des auditoires de mathématiciens. Alors, on a affaire évidemment à une combinaison qui peut sembler peu philosophique, mais qui pourrait bien constituer ce qu'on aurait appelé, à une certaine époque, je veux dire quand j'étais jeune, la philosophie spontanée de la plupart des mathématiciens d'aujourd'hui. Et cependant, ça n'empêche pas un philosophe comme Michael Dummett d'affirmer ceci, d'affirmer que la seule philosophie des mathématiques réellement vivante, puisque c'est la question qui nous intéresse, est au fond l'intuitionnisme. Dummett dit « Des tentatives diverses qui ont été faites pour créer des philosophies des mathématiques globales qui fournissent simultanément des solutions à tous les problèmes philosophiques fondamentaux concernant les mathématiques, donc de toutes ces tentatives diverses, seul le système intuitionniste, qui tire son origine de Brouwer, survit aujourd'hui comme une théorie viable qui, considérée comme un tout, peut obtenir à présent l'adhésion d'un individu quelconque. Les deux systèmes rivaux principaux, ceux de Frege et de Hilbert, ont apporté bien des contributions de valeur permanente au fondement des mathématiques, mais aucun des deux ne reste comme une structure complète de doctrine à laquelle on pourrait encore accorder son allégeance. L'intuitionnisme est le seul système unifié qui survit intact de la période précédente dans laquelle plusieurs philosophies des mathématiques rivales étaient en conflit, chacune prétendant détenir la clé qui ouvrirait toutes les portes. Ça n'est bien sûr que l'opinion d'un philosophe des mathématiques particulier, en l'occurrence Michael Dummett, mais vous voyez que ce genre il reste tout à fait possible de défendre des positions de cette sorte. Même si le platonisme mathématique, notamment dans la version gödelienne, a connu entre-temps un regain d'intérêt considérable et a suscité un bon nombre de livres et d'articles importants, Dummett, je pense, maintiendrait sûrement encore aujourd'hui que l'intuitionnisme
constitue en philosophie des mathématiques l'option la plus vivante et la plus féconde. Ce qui, bien entendu, ne veut pas dire exactement la même chose que l'option philosophique la plus vraie ou celle qui a le plus de chances d'être vraie. Le passage que j'ai cité donc, est tiré d'un livre qui est déjà ancien, puisqu'il date de 1977, qui s'intitulait Elements of Intuitionism. Mais je pense que Domet n'a pas fondamentalement changé d'avis sur cette question depuis l'époque où il écrivait ce genre de choses. Alors ce dont il est question ici est bien entendu l'intuitionnisme comme constituant le seul exemple encore susceptible d'être pris au sérieux de ce à quoi pourrait ressembler une philosophie des mathématiques unitaire. Comme vous avez pu vous en rendre compte, Domet soutient que c'est la seule option philosophique qui semble susceptible de fournir quelque chose qui mérite d'être appelé une philosophie des mathématiques globale. Mais il y a un problème qui est de nature tout à fait différente, qui a trait au fait que la situation actuelle des mathématiques fournit également de nombreuses raisons de croire à la pertinence et à la fécondité des méthodes intuitionnistes en mathématiques pour quelqu'un qui considère les choses du point de vue local et non plus global. Donc il y a un problème de pertinence globale d'une philosophie comme l'intuitionnisme. Si on est à la recherche de quelque chose comme une philosophie des mathématiques globales, puis il y a aussi bien sûr un problème de pertinence et d'efficacité locale. Et je crois qu'il n'y a rien d'exagéré dans la façon dont s'exprime par exemple Yvon Gauthier dans le passage que voici. Le constructivisme a ses droits et ses exigences propres et la logique intuitionniste a conquis du terrain. On peut même penser qu'elle s'est immiscée dans la théorie des catégories et des topoi pour peut-être en assurer la survie. Les mathématiques constructivistes ont tout l'avenir devant elles. Donc oui, il y a quelque chose d'un peu décourageant dans les réponses qu'on obtient quand on s'interroge sur la question de savoir qu'est-ce qui est le plus vivant dans ce que les philosophes sont en mesure de produire à un moment donné, en particulier dans ce qu'ils sont en mesure de produire en fait de philosophie des sciences, puisque vous pouvez très bien rencontrer des gens qui vous disent l'intuitionnisme n'a plus d'intérêt qu'historique, et puis à côté de ça, vous avez des gens tout à fait sérieux qui soutiennent, comme le fait ici Gauthier, que les mathématiques constructivistes ont tout l'avenir devant elles si l'on pense que l'informatique théorique et la théorie de la complexité algorithmique, en plus du renouveau des méthodes constructives en théorie des nombres et en géométrie algébrique ou arithmétique, sont à l'ordre du jour. C'est dans cette perspective que l'on peut remettre en question la tradition Cantor, Peano, Gödel de la logique et des fondements des mathématiques. Une autre tradition, à notre point de vue, pourrait voir le jour, qu'on pourrait qualifier de croneckerien. Donc oui, on pourrait parler d'une espèce de retour de Kronecker. Cette tradition constructiviste en logique et en théorie des nombres, ne perdez pas de vue que Kronecker était le grand ennemi de Cantor, mais ça ne veut pas dire qu'il soit forcément à tous égards mort et enterré. Donc Gauthier n'hésite pas à parler de la réémergence d'un autre point de vue qu'on pourrait qualifier, dit-il, de croneckerien. Cette tradition constructiviste en logique et en théorie des nombres reprendrait le projet de l'arithmétisation de l'analyse en l'appliquant à la logique et au fondement des mathématiques, tout en s'appuyant sur l'arithmétique des arithméticiens de Fermat à Gauss et de Kronecker à Weil, donc à André Weil. Notez, c'est là-dessus que je vais peut-être terminer, parce que je ne voudrais tout de même pas vous épuiser, surtout que je suis en train de vous parler de choses un petit peu techniques, en tout cas un peu plus techniques que les dernières semaines. Il faut remarquer que Hilbert lui-même n'a pas contesté que le point de vue finitiste de Kronecker et le point de vue intuitionniste de Brouwer, qui peut être considéré, dit-il, comme une extension de l'attitude finitiste. Donc il n'a pas contesté que ce genre de point de vue ait bel et bien remporté et puisse encore remporter des succès réels en mathématiques. Voyez par exemple cette citation. En ce qui concerne la possibilité d'un fondement finitiste direct de l'arithmétique dans une extension suffisante pour les applications pratiques, ceci a été montré par les recherches de Kronecker et de Brouwer. Kronecker, qui a été le premier à faire valoir les exigences du point de vue finitiste, en venait à exclure partout des mathématiques les méthodes d'inférence non finitistes. Dans la théorie des nombres algébriques et des corps de nombres, il est parvenu à son but, c'est qu'ici, on réussit même à tenir le point de vue finitiste de telle façon qu'il n'est rien d'essentiel, des théorèmes et des méthodes de preuve à quoi il faille renoncer. Donc vous voyez, c'est une situation qui est particulièrement réjouissante, puisqu'on peut
dans des parties des mathématiques comme celle-là, et Hilbert lui-même le reconnaît et le souligne, on peut conserver jusqu'au bout le point de vue finitiste sans rien perdre. Bon, comme je vous l'avais dit, je vais m'arrêter là. Et, alors j'en terminerai la prochaine fois avec la question que j'étais en train de traiter, et puis j'aborderai la suivante, c'est-à-dire comment se fait le choix entre les systèmes. Je vous remercie de votre attention.